À tous et bienvenue pour ces 16e ateliers virtuels du Gers. Donc le thème de cet atelier est la reprise est-elle là? En fait, on sort ou on est encore dedans. Je pense que la question, elle, est encore entière. Mais en tout cas, on va essayer de savoir à l'issue de ce qui s'est passé sur les dernières semaines, de voir si la reprise est arrivée, est revenue dans le secteur du médicament, dans le secteur des produits de santé et tous les marchés que vous pouvez suivre. Alors, toute l'analyse que l'on peut faire, vous le savez, est rendue possible grâce à la présence du Gers au cœur de l'écosystème pharma CGDIM, où nous puisons en fait toutes les données provenant de nos différentes sources, qu'il s'agisse de SmartRx, de Smart 360, Smart 360 Groupement, également ce que l'on a avec Futura Media, SC Media, Medexact, SAI by CGDIM, Santestat, la BCB bien sûr, et toutes les autres activités. Et tout cela nous permet de vous présenter les analyses que vous avez maintenant l'habitude de voir et qui sont transmises aux autorités qui utilisent régulièrement toutes nos données. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à David pour faire un point sur la situation en médecine de ville. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que quand je regarde par la fenêtre le temps qu'il fait, je me dis quand même vous avez de la chance d'assister aux ateliers du Gers parce que clairement sortir par ce temps-là, c'est minimum la saucer. Donc on a fait en sorte que la pluie s'estompe à la fin des ateliers, mais pas avant, de manière à ce que vous puissiez rester jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que sur la médecine générale, il y avait le sujet qui m'a été remonté par rapport aux derniers ateliers. C'est vrai on connaît une dynamique du nombre de consultations. Si je regarde sur les 4 dernières semaines, on est à plus 6 par rapport à 2018-2019 ou plus 10 par rapport à 2020. Et c'est vrai que la question qui m'a été posée, qui m'est remontée, c'est « Oui, mais bon, je comprends, mais par contre, je n'ai pas les prescriptions qui suivent. » Et donc, du coup, on s'est amusé avec les équipes à regarder qu'est-ce qui pouvait expliquer cela et notamment de regarder quelle était l'évolution des consultations, mais surtout avec prescription et sans prescription par rapport à 2020, qu'on soit sur le début de l'année ou qu'on soit sur les 4 dernières semaines. Et comme vous pouvez le voir, on a une croissance très forte des consultations en médecine générale sans prescription, principalement portée par la vaccination anti-Covid. Et si effectivement on se centre uniquement sur les consultations en médecine générale avec prescription, on a une évolution depuis le début de l'année à plus 2 et une évolution sur ces 4 dernières semaines à plus 5. Donc, on voit bien dans la manière de regarder le chiffre, de le travailler, de bien prendre en compte, en fonction de si on se compare à 2020 ou à 2019, qu'est-ce qui doit rentrer en ligne de compte dans ces éléments de comparaison. Quand on regarde la téléconsultation, on s'est amusé à regarder autrement. Le point, c'est quelle proportion en médecine de ville et en spécialité, le pourcentage de médecins qui ont fait au moins une téléconsultation depuis mars dernier, et notamment ceux qui ont fait une téléconsultation sur les 3 périodes de confinement. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'en diabéto-endocrino, on a la quasi-totalité de la cible qui a fait au moins une téléconsultation et 80% d'entre eux ont effectivement utilisé la téléconsultation à chaque confinement, très proche du médecin généraliste où on en a 8 sur 10 qui l'ont essayé et un gros 2 tiers qui l'ont fait sur chacune des périodes, comme pour les psychiatres. Et à contrario, on voit des spécialités. Si je regarde les dermatos, pour changer un petit peu, comme les pédiatres, un petit 3/4 d'entre eux ont essayé au moins une fois une téléconsultation sur ces 15 mois. Pour autant, vous en avez un peu moins d'1 sur 2 pour les dermatos et un peu plus
d'1 sur 2 pour les pédiatres qui l'ont utilisé systématiquement. On est vraiment dans l'appropriation toujours de l'outil téléconsultation, de quel pouvoir on va lui donner, quel rôle on va lui donner. Et la spécialité aujourd'hui qui l'utilise le plus difficilement reste les cardios, puisque vous pouvez voir un peu moins de la moitié des cardiologues ont fait au moins une téléconsultation depuis l'année dernière, et seuls 20% ont pratiqué la téléconsultation sur ces 3 confinements. C'est aussi le cas pour les rhumatos, on est descendu à 30%. Donc, un usage divers, une appropriation diverse selon les spécialités, un essai quand même plutôt unanime, quelle que soit la spécialité et la médecine générale, et une appropriation qui met du temps. L'autre élément, c'est qu'est-ce qui se passe sur la vaccination par tranche d'âge. Et donc, on a regardé avec les équipes sur une base 100 du nombre d'enfants en 2018, de regarder en médecine générale comment évolue la vaccination. Donc, chez le nourrisson, 0-1 an, puis 2-4 ans, 5-9 ans et 10-14. Et là, vous pouvez voir 2019-2020, belle augmentation, plus 22%. On est quasi stable sur ce premier semestre 2021 par rapport à 2020. Donc, c'est vrai que l'ensemble des confinements ne semble pas avoir produit un effet boom sur la natalité. Si on regarde sur les 2-4 ans, on avait une petite chute en 2019-2020 d'une dizaine de pourcents par rapport à cette base 100 2018 et un regain en 2021 sur le premier semestre, puisqu'on est quasiment revenu au même niveau que 2018. Sur les 5-9 ans, là aussi, forte chute sur le premier semestre 2020. Comme vous pouvez le voir, c'est tous les sujets qu'on avait abordés sur les conséquences du premier confinement et l'impact sur la vaccination. Et c'est vrai aussi sur les adolescents, 10-14 ans. On voit cette chute en 2020 et ce retour très fort en 2021 sur ce premier semestre sur les 10-14 ans. On observe la même chose sur les pédiatres. Comme vous pouvez le voir, quasi stable sur le nourrisson, avec une petite croissance de 2 points par rapport à l'année dernière et de 5 points par rapport à 2019. 2-4 ans, vous le voyez aussi, une petite décroissance. Un regain sur le 5-9 ans et l'adolescent, comme on l'a vu, baisse en 2020 et regain en 2021. Donc, effectivement, des impacts, on va le voir, forcément aussi sur la consommation en pharmacie de produits pour le nourrisson et pour le premier âge. Alors, la bonne nouvelle, c'est effectivement l'évolution des présomptions de Covid par rapport au premier et au deuxième confinement. Comme vous pouvez le voir, on a atteint ces jours-ci le plus bas taux historique, donc en dessous du premier confinement. Donc, c'est quand même une courbe qui est agréable à regarder, qui est effectivement probablement aussi due à la vaccination. Mais par rapport aux autres confinements, vous pouvez noter qu'il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de repart à la hausse. Pour l'instant, la décroissance se maintient jour après jour. Croisons les doigts. Un point également sur la rhinite allergique et la prescription chez le médecin généraliste. Là, vous pouvez voir sur une base 100 en 2018, petite croissance en 2019, chute sur mars, avril, mai en 2020, probablement liée aussi au confinement et un fort regain en 2021. Et c'est vrai que quand on met en regard la prescription et le non prescrit sur les antihistaminiques, vous pouvez voir l'inversion des courbes. Elle est quasiment égale, elle est en évolution à 0 par rapport à 2020 en prescription. Par contre, sur le non prescrit, sur le conseil en officine, on est à moins 29 par rapport à l'année dernière. Et donc, on voit bien par rapport à la slide précédente, s'il y a moins de prescriptions et moins de consultations chez le médecin généraliste ou chez le pneumo, il y a un report sur le conseil à la pharmacie. Et donc, du coup, on a vraiment ce maillage territorial au niveau des spécialités qui fait que, en fonction
des us et coutumes des uns et des autres, on peut avoir une prise en charge complète pour le patient. Et puis, vous savez que je suis un grand sportif. En fait, je vais commencer probablement demain. Et avant de faire du vélo sur l'Île-de-France, puisque globalement, la circulation est de plus en plus difficile, du coup, j'ai quand même regardé dans notre observatoire SIN comment évoluer les accidents de vélo dans la base. Et donc, vous pouvez regarder quand même globalement que je pense que des sportifs du dimanche, ils sont en forte croissance, puisque par rapport à 2019, on a une croissance du nombre d'accidents de vélo ayant donné lieu à une consultation chez le médecin généraliste de plus 37%. Et surtout, avec une évolution sur les plus de 30 ans qui représente plus de 3/4 aujourd'hui des accidents de vélo vus en médecine générale versus 64% en 2013, pour vous donner l'un des chiffres les plus bas. Donc, plus on démocratise le vélo, et conséquence, plus aussi il faut être prudent sur la route, puisque quelques petits accidents. Alors, c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que ça a un impact sur beaucoup de marchés de l'officine, comme la compression, comme l'ortho, comme les plaies. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est intéressant de l'avoir en regard. Donc, pour information, j'ai décalé le vélo. Probablement à l'année prochaine, on va voir ce que ça donne et comment ça évolue. Alors, sur l'activité officinale, qu'est-ce qu'on peut en dire? Là aussi, toujours le principe comparaison 2019-2020 pour regarder un petit peu entre les segments qui étaient en croissance par rapport à l'année dernière, ceux qui étaient par rapport à 2 ans, de pouvoir avoir ces deux métriques et de voir si à un moment donné, on peut s'affranchir de remonter aussi loin pour les évolutions. Qu'est-ce qu'on voit sur le total officine sur ces 4 dernières semaines? Une croissance par rapport à l'année dernière de quasiment plus 11%, plus 7% par rapport à 2019. Donc, dynamique, même depuis le début de l'année. Donc, l'officine sur la délivrance de produits de santé se porte plutôt bien sur quasiment ce premier semestre. La prescription de ville reste dynamique par rapport à 2020 et à l'équilibre depuis le début de l'année par rapport à 2019. Donc, on le voit dans ces courbes, le regroupement, on est à plus 3 par rapport à 2019 sur ces 4 dernières semaines. Les produits de sortie réserve hospitalière, du coup, fort dynamisme en 2021. On voit que le poids des produits de sortie de réserve hospitalière ou de prescription hospitalière pèse de plus en plus lourd dans l'économie générale de l'officine. Sur ces 4 dernières semaines, on est à plus 19 par rapport à 2021, plus 2020, plus 20 par rapport à 2019. Et donc, c'est vrai que c'est soutenu. C'était quasiment équilibré 2020-2019, lié aussi à la gestion des patients Covidés. Et là, effectivement, on a une croissance qui repart avec plus 19. Et le conseil en officine, la délivrance hors prescription, par rapport à l'année dernière, sur ces 4 dernières semaines, on est dynamique, plus 10%, même plus 5 par rapport à 2019. Donc, une jolie dynamique qui se met en place dans l'officine. Quand on regarde par taux de TVA, on observe les mêmes tendances. Donc, le 2,1, plutôt le remboursable, principalement, plus 13% depuis le début de l'année, plus 10 sur ces 4 dernières semaines. Le 5,5 qui comporte aussi bien quelques dispositifs médicaux remboursables, les compléments alimentaires, la nutrition infantile, le gel hydroalcoolique. Là aussi, plus 9, plus 8 sur ces 4 dernières semaines. Le complément alimentaire, on le reverra tout à l'heure, reprend des couleurs. Le bio également, le vegan. Plein de surprises qu'on vous fera découvrir dans quelques minutes. Le 10% principal, alors plutôt bien par rapport à l'année dernière. On reste quasiment à l'équilibre par rapport à… David, on a un souci avec le son. que 2020 général de l'officine, qui reste positif, quel que soit le taux de TVA. Qu'en est-il en termes de trafic par tranche de chiffre d'affaires? On voit par rapport à 2020
plus 19% sur les pharmacies de plus de 7 millions. On reste quand même à moins 20%, moins 21% par rapport à 2019 sur ces 4 dernières semaines. Même constat sur les pharmacies moins d'1,5 million, plus 6% par rapport à l'année dernière, mais moins 14% par rapport à 2019. Par contre, sur les pharmacies entre 1,5 million et 7 millions, on voit qu'effectivement, ça se renforce aussi bien par rapport à 2020 que 2019. Un point sur les paniers, toujours un panier qui est dynamique, qu'il soit sur ordonnance, aussi poussé par les produits de sortie de réserve hospitalière, plus 1,6% par rapport à 2020. On voit une forte croissance quand même par rapport à 2019, 50,60 €. Le conseil, lui, se tasse. C'est vrai qu'on a quand même une relation entre l'évolution du trafic et la valeur du panier. Quand on regarde douleur musculaire, par exemple, on a un panier qui est en recul par rapport à l'année dernière, moins 3,4. Le visage également, à moins 2,7. Et la protection solaire, c'est vrai que le temps qu'il fait, au moins sur Paris, et la banlieue n'est pas très agréable aujourd'hui, mais on voit que le panier en protection solaire se densifie sur le mois de mai par rapport à l'année dernière. Patrick, un point sur le remboursable? Merci David. Ben, je suis déjà rassuré puisque tu ne vas pas prendre le vélo, donc on continuera à t'avoir pour tous nos ateliers. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Alors effectivement, ben, le remboursable, lui, il suit la tendance qu'on enregistre tant sur l'activité des médecins, tant que sur l'activité en officine. On voit que depuis le début de l'année 2021, on est en croissance de plus 6% sur le remboursable et en cumul mobile à plus 4%, donc des évolutions assez fortes. Alors, c'est vrai que la période d'avril-mai de 2020 avait fortement pénalisé et on retrouve dans ces évolutions, en fait, cette comparaison par rapport à ces périodes assez basses. Alors, quand on va un peu plus au fond des choses sur le remboursable, quand on regarde les chiffres du mois de mai, donc au total, le marché total officinal et total remboursable a évolué au mois de mai de plus 23%, ce qui est une très très forte évolution. Bon, bien sûr, on se compare à un mois qui était très faible l'an dernier, mais tout de même, et c'est une évolution qu'on retrouve à la fois en officine avec plus 17% sur le mois et 34% à l'hôpital. Donc, des évolutions très fortes. Et on retrouve cela également donc avec un impact en cumul fixe depuis janvier et en cumul mobile sur les 12 derniers mois. On retrouve cela quand on regarde l'évolution de ce chiffre d'affaires mois par mois. Donc, on voit que l'hôpital avait une tendance plutôt à se comporter bien, que l'officine était un peu plus… l'évolution du remboursable était un peu plus tendue sur l'officine, en tout cas, l'évolution du chiffre d'affaires sur l'officine. Mais en revanche, sur les 2 derniers mois, avril et mai, on voit cette très forte explosion et que l'on retrouve sur les données mensuelles avec des données qui sont sur l'hôpital à près de 35% de croissance et à l'officine à plus de 20% de croissance. Alors, quand on regarde maintenant la situation au niveau des génériques, au niveau du taux de pénétration, donc on est à périmètre courant, c'est-à-dire qu'on si on prend l'évolution du répertoire tel qu'il est en 2021, on retrouve des évolutions du taux de pénétration des génériques qui sont proches, voire supérieures à celles qu'on avait en début d'année précédente. L'an dernier, il y a eu, rappelez-vous, l'effet de l'article 66 et on avait des taux de pénétration records qui avaient été atteints. Et là, on a depuis en gros le mois de novembre 2020, on a une évolution régulière du taux de pénétration des génériques et qui atteint les niveaux qu'il avait en début d'année 2020. Donc, pour atteindre à peu près 84%.
Alors ensuite, on s'est focalisé sur certains segments. Bon, vous avez tous entendu parler de certains rapports qui ont été publiés, donc en particulier le rapport Epiphar, hein, qui sont surtout les prescriptions sur les nouveaux patients, et c'est une estimation par rapport à ce qui est attendu, qui disent que le marché des antipsychotiques, des anxiolytiques, des hypnotiques, des antidépresseurs a explosé. On a voulu voir ce qu'il était, nous, au niveau des achats des officines, et effectivement, on retrouve des évolutions extrêmement fortes, et en particulier au niveau des hypnotiques et des sédatifs, puisque sur cette catégorie de médicaments, on est à plus 24% depuis le début de l'année et plus 16% en cumul mobile. Sur les autres segments, antipsychotiques, anxiolytiques et antidépresseurs, les achats des officines sont en hausse depuis le début de l'année, légèrement, hein, entre 1 et 2%. Et en cumul mobile, on est en très légère augmentation pour les antipsychotiques et les antidépresseurs, alors que les anxiolytiques, eux, sont stables par rapport à la même période sur les 12 derniers mois. On a voulu aussi faire un focus sur les produits d'imagerie. Alors, sur les produits d'imagerie, c'est extrêmement intéressant. Donc, vous avez deux catégories de produits, les produits pour scanner, donc produits de contraste iodé, et les produits de contraste pour IRM. Les deux catégories de produits suivent exactement les mêmes tendances. C'est-à-dire, quand on regarde d'abord les évolutions depuis le début de l'année, très, très forte progression, plus 22% pour les produits pour le scanner, plus 39% pour les produits pour l'IRM. Bien sûr, ça se traduit aussi en cumul mobile avec des évolutions à plus 10 et plus 13%. Cependant, il y a une chose qui est très intéressante à remarquer, c'est que les courbes 2021 par rapport aux courbes 2020-2021 par rapport aux courbes 2019-2020 se superposent quasiment jusqu'au mois de février. Ensuite, il y a eu la baisse l'an dernier liée notamment au premier confinement, et on aurait pu s'attendre à une augmentation plus forte pour 2020 et 2021. Et on voit que la courbe est vraiment dans le prolongement de ce qu'on a eu sur les derniers mois. Ça veut dire que l'effondrement, et c'est ce qui avait été également pointé dans le rapport Epiphar, l'effondrement qui avait été observé au début de la pandémie pour les actes scanners et IRM, donc qui sont indispensables pour certaines pathologies, n'ont pas été rattrapés, et qu'aujourd'hui, il y a eu des retards vraiment en termes d'examens pratiqués, tant au scanner qu'au niveau de l'IRM, malgré ces chiffres qui peuvent paraître, eux, très, très positifs. Donc, voilà pour la situation sur ces produits. En ce qui concerne les variations de prix, donc sur les variations de prix, tout d'abord, l'impact des changements de prix à fin mai 2021. Donc ça, c'est une analyse qu'on fait grâce au nouvel outil qui a été lancé par le GERS Mediprime, qui permet de suivre l'impact des changements de prix. Donc, en termes de prix brut, quand on regarde la ville, on voit qu'à fin mai, et quand on regarde en économie sécurité sociale, à fin mai, l'impact des baisses de prix a été de moins 181 millions d'euros. Si on fait la projection sur la fin de l'année, on rajoute à peu près 98 millions d'impact supplémentaires, ce qui, en prix brut, nous amène à moins 278 millions d'effets de baisse de prix sur la ville. À l'hôpital, même chose. En termes d'exécution et de prévision, on arrive en prix brut à moins 142 millions. C'est-à-dire qu'au total, en prix brut, quand on fait la somme, on voit qu'on arrive à 420 millions d'euros. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est de comparer les prix bruts au prix net, puisque la loi de finances 2021 donne un objectif d'économie
en termes de baisse de prix, de 640 millions d'euros en prix net. Et pour cela, nous avons utilisé la clé de conversion que le CEPS utilise, et en accord avec eux, après en avoir discuté avec eux, clé de conversion qui permet de passer du brut au net et qui se base sur ce qui s'est passé sur les années précédentes. Cette clé de conversion est de 12%. Et la prévision nous amène à environ 380 millions d'euros. Donc, au lieu des 420 millions d'euros en brut, on arriverait à 380 millions projetés en prix net sur l'année 21 en tenant compte du réalisé et de la prévision, soit simplement 58% de l'objectif en l'absence de nouvelles baisses de prix. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de baisse de prix, on sera très loin de l'objectif qui avait été fixé par la loi de finances. Donc, vraisemblablement, il faut s'attendre à des nouvelles annonces de baisse de prix dans les prochaines semaines pour pouvoir atteindre l'objectif de 640 millions d'euros en prix net. David, c'est à toi pour les dispositifs médicaux et la LPPR. Donc, sur les dispositifs médicaux, alors, allez, on va le dire avec un peu de moquerie, bonne nouvelle, le marché est à la hausse, que ce soit par rapport à 2020 ou par rapport à 2019, plus 11% par rapport à 2019, plus 14% par rapport à 2020. Donc, retour des opérations, on est sur quasiment tous les segments de ces dispositifs médicaux LPPR sur prescription en croissance. C'est vrai pour le diabète, c'est vrai surtout pour les pansements. Et rappelez-vous, compression, ortho, on était en fort recul l'année dernière avec ces confinements. Là, on a des marchés qui sont soutenus. Loin de moi l'idée de faire le cause à effet par rapport au vélo tout à l'heure, mais globalement, vous voyez, retour à une certaine normalité qui fait que du coup, voilà, les soins post-op sont aussi en croissance, ce que conforte ce que présentait Patrick tout à l'heure sur le retour des opérations, des analyses aussi à l'hôpital. Donc, des marchés qui redeviennent dynamiques sur cette année 2021 par rapport à l'année dernière. Sur la santé familiale et la nutrition, là aussi, sur ces 4 dernières semaines, plus 13% par rapport à l'année dernière. Donc, un démarrage de sortie de confinement qui est plus élevé que l'année passée, quasiment aussi plus 2 par rapport à 2019. Donc, on voit aussi ce point de soutenance sur la santé familiale et la nutrition. Pour autant, on ne compense pas ce qu'on a perdu sur le début de l'année par rapport à 2020. On est à moins 4% et moins 4% aussi par rapport à 2019. Donc, petit à petit, on grignote, mais c'est vrai qu'on a beaucoup perdu sur ce premier trimestre 2020. Et donc, on va voir effectivement comment on va pouvoir rattraper ça sur ce deuxième semestre. Quand on regarde l'évolution des segments donc depuis ce début d'année, donc quasiment premier semestre, on voit qu'il y a des segments qui restent dynamiques, tonus vitalité, sommeil, les plaies, l'alimentation générale, les brûlures d'estomac en forte dynamique. On est en recul sur l'équilibre digestif. On est quasiment à l'étal sur les jambes lourdes et douleurs et fièvres. Pareil pour douleurs articulaires et en fort recul, bien sûr, sur les maux de gorge. Mais on voit bien, malgré tout, que depuis ce début de l'année, sur la santé familiale, on a un recul de 4% avec à l'intérieur des segments qui restent positifs. Et c'est vrai que quand on regarde le top 20 des laboratoires en santé familiale, donc hors prescription, et leur évolution par rapport à l'année dernière sur ces 4 semaines, donc c'est vrai que l'avantage, parfois, quand on compare à une année qui était difficile, c'est qu'un certain nombre de laboratoires reprennent des couleurs. Donc, pour rappel, quand les boules sont pleines, donc ça veut dire qu'on est sur des contributeurs à la croissance. Plus la taille de la boule est importante, plus effectivement il est important contributeur à la croissance. Et quand les boules sont vides, là on est plutôt en décroissance. Et c'est vrai que les laboratoires qui ont fait un très bon début d'année un été 2020 très bon, du coup sont plus en difficulté. C'est le cas d'Hartmann, c'est le cas de Bausch + Lomb et de Harco qui sont légèrement négatifs. Pierre Fabre est à l'équilibre et on voit effectivement
Sanofi beaucoup plus dynamique sur ces 4 dernières semaines, la Cooper également, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Urgo. Je ne vais pas tous les citer, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais globalement, on reprend des couleurs. Certains nombres de laboratoires sont dynamiques sur ces 4 dernières semaines. Quand on se centre sur les compléments alimentaires, donc tout ce qui est à ingérer, qui est proche des compléments alimentaires, qui intègre aussi les dispositifs médicaux, là aussi, même dynamique. Regardez, 2019-2020, plus 7%, 2020-2021, plus 6%. Donc, on reste dynamique, on reste soutenu, beaucoup plus dynamique quand même sur ces 4 dernières semaines que 2019 et 2020. Donc, les compléments alimentaires reprennent du poids sur le marché de cette santé familiale. Et du coup, au nord du graphique, vous avez les évolutions depuis le début de l'année sur ces compléments alimentaires et en dessous sur les 4 dernières semaines. Donc, dynamique sur le tonus vitalité, dynamique sur le sommeil, sur la douleur articulaire, sur la vision, sur tout ce qui est FANER. Même la perte de poids est en croissance depuis le début de l'année par rapport à l'année dernière. Pour autant, sur ces 4 dernières semaines, on voit bien que le sommeil reste dynamique, excusez-moi. On va avoir le stress qui recule et la perte de poids sur ces 4 dernières semaines. Et quand on projette ces évolutions depuis le début de l'année sur les compléments alimentaires, on a Pilège qui reprend la première place juste devant Arco, au coude à coude, l'un et l'autre sur les statuts compléments alimentaires. Nutergia s'installe bien durablement à la 3e place. On a Bayer qui fait une forte poussée, premier contributeur à la croissance, qui passe de la 10e place à la 4e, puis Procter & Gamble et Cooper Media qui du coup est 6e. On voit bien certain nombre de laboratoires qui ont fait aussi une bonne année 2020 sur les compléments alimentaires, s'essoufflent un petit peu sur cette partie de l'année, sur 2021. Quand on regarde sur les 4 dernières semaines, comme vous pouvez le voir, c'est positif pour tout le monde. Ça veut dire que la reprise et la sortie du 3e confinement, donc sur ces 4 dernières semaines, est prometteur pour le top 20 des laboratoires. Certes, certains sont tout juste au-dessus de 0, mais vous pouvez voir que du coup, Arco repasse premier sur les 4 semaines. Pilège reste 2e. Donc, on voit bien qu'on va être au coude à coude sur ces 2 acteurs. Puis ensuite, on a Cooper, Nutergia et Bayer sur ce quintet, sur ces 4 dernières semaines. Et donc, premier contributeur à la croissance, Bayer Healthcare sur les compléments alimentaires, suivi de TA en ophtalmo, Nutergia également, avec 15% de croissance par rapport à l'année dernière. Et ensuite, vous pouvez voir NHCO également, Procter & Gamble, Lodavi, L'Achillée, qui est 7e contributeur à la croissance. Alors, sur la nouvelle galénique qui est les gummies, Nutravalia, Biocodex et Cooper sur le top 10 des contributeurs à la croissance. Donc, un retour quand même dynamique sur ces compléments alimentaires et depuis le début de l'année, mais également sur les 4 dernières semaines. Alors, il y a deux tendances qu'on suit aussi qui sont de plus en plus portées. On voit que même dans la prise en parle des syndicats de groupement, on est vraiment dans cette symbolique du bio. On va le voir tout à l'heure, du vegan, du Made in France, du comment on peut enrichir. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir utiliser la base Claude Bernard pour justement pouvoir faire ces analyses-là. Le bio sur le premier semestre 2021, légère croissance par rapport à 2020. On avait sur le premier semestre une forte poussée du bio en pharmacie qui avait fait plus 26 entre 2020 et 2019. Par contre, regardez sur les 4 dernières semaines, très fort dynamique, plus 19% par rapport à 2020 et plus 32% par rapport à 2019. Donc, des segments qui sont soutenus. À l'intérieur, on va avoir le visage, le corps, la nutrition générale qui sont les 3 premiers. C'est toujours le cas
sur ces 4 dernières semaines. Les huiles essentielles sur ces 4 dernières semaines sont plutôt en recul par rapport à l'année dernière, qui a été une très, très forte année pour les huiles essentielles. Et sinon, en termes de promesses, vous allez avoir le trouble fonctionnel et les douleurs articulaires qui sont en forte croissance par rapport à l'année dernière. Et quand on regarde ce que ça donne en termes de laboratoire avec cette allégation bio, on a Pranarum qui reste sur premier semestre, premier acteur du bio en pharmacie, devant Arco et Velleda. Puis ensuite, vous allez avoir Gilbert et Pure Essentiel. Donc, c'est vraiment le top 5 des acteurs bio. Et sinon, en dynamique, vous allez avoir Polyvé toujours avec Biostime, très dynamique, Léa Nature, Patika, Nutri-Santé et Lodavi qui arrivent sur le segment du bio. Alors, le vegan, là aussi, c'est un marché 44 millions en pharmacie en 2019 sur le premier semestre, 54 millions en 2020, donc a quasiment doublé, plus 70%, plus 40% sur ce premier semestre, 74 millions. Et les 5 promesses qui sont les plus contributrices à la croissance sur le vegan, ça va être le visage, le corps. Et là, on va être plutôt sur de la cosmétique. Puis ensuite, sommeil, Faner et troubles de l'humeur. Donc, c'est vrai que premier acteur pour vous partager ça avec vous, aujourd'hui sur le vegan, c'est Velleda, qui est effectivement premier laboratoire vegan en pharmacie, avec un portefeuille de l'ordre de 70% de ses références de mémoire qui sont véganes. Alors, sur la dermo et l'hygiène, qu'est-ce qu'on observe? Là aussi, plus 3 par rapport à l'année dernière, par rapport à 2019, plus 8 par rapport à 2020. Donc, ça reste soutenu, ça reste dynamique. On voit ces courbes qui sont plutôt porteurs d'espoir. On va le voir ce que ça donne. Et c'est vrai que quand on compare ces 4 dernières semaines, beaucoup de laboratoires de dermo-cosmétiques et d'hygiène reprennent des couleurs. Aven, La Roche-Posay, Bioderma, Nux, Caudalie. On voit bien, le top 5 reste le même, redevient dynamique. On a des fortes croissances avec SVR, avec Eucérine. On a aussi Garancia, les déodorants Etiaxil, Filorga également qui regagne 2 places, qui était 16e et qui passe 14e. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre de laboratoires qui souffrent pour plein de raisons diverses et variées. Ça va être le cas de Ducré, ça va être le cas de René Fusterer, Velleda malgré tout, Roger Cavaillès, Roger Gallet et Aquilinine. Et puis, on peut noter l'équilibre pour Uriage. Alors, quand on regarde les marchés de l'été, qu'est-ce que ça nous laisse présager? Le maquillage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bonne nouvelle par rapport à l'année dernière. Rappelez-vous, c'était une inquiétude que j'avais, la chute du maquillage et donc, du coup, la crainte de se retrouver les uns les autres sans maquillage. Plus 16% par rapport à l'année dernière. On reste en fort recul par rapport à 2019, moins 11%. Mais c'est vrai que ça reprend quand même un peu de couleur. Le solaire commence une très bonne saison. Regardez, plus 30% par rapport à l'année dernière, plus 13% par rapport à 2019. Donc, il y a vraiment, et pourtant le temps ne s'y prête pas aujourd'hui, mais une forte appétence à acheter les produits solaires, forte croissance. Pensez au stock, pensez à l'approvisionnement, pensez au suivi. Rien de pire qu'une micro-rupture sur les produits solaires. Sur les déodorants, là aussi, inquiétude qu'on avait l'année passée, chute du maquillage, chute des déodorants. Là, on a un retour du déodorant, plus 24% sur ces 4 dernières semaines, même plus 9 par rapport à 2019. Donc, il y a un retour sur le déodorant. Et puis, du coup, sur le marché, je me suis trompé. J'ai commis des erreurs et des coquilles sur ces 2 marchés que sont la minceur et le grossir. Ce qu'on peut observer quand même, c'est que sur ces 4 dernières semaines, moins 6% par rapport à l'année dernière, moins 22% par rapport à 2019. Donc, sur ces éléments d'été, je pense qu'il n'y a pas d'espoir aujourd'hui de retrouver de la minceur, puisqu'on avait fait un bon début d'année
quand même par rapport à l'année dernière, mais qui reste en fort recul par rapport à 2019. Alors, quand on regarde les contributeurs à la croissance sur le solaire, alors c'est vrai que ça profite, on va le dire, aux marques historiques, Aven, La Roche-Posay, Bioderma. C'est vrai que c'est un marché qui est très dynamique sur ces 4 dernières semaines. SVR fait une percée remarquable. C'est également le cas de Vichy qui reste en croissance, de Caudalie, des laboratoires de Biarritz, de Patika qui est en lancement sur le solaire. Donc, marché dynamique, des acteurs, à la fois des acteurs historiques, plus des nouvelles marques. Et sur les déodorants, on va avoir Etiaxil, on va avoir Nux, on va avoir Vichy sur le podium, sur les contributeurs à la croissance, suivi de Caudalie, suivi de Respire également, qui est en très, très forte croissance. Caudalie aussi qui arrive sur ce marché des déodorants. Et Roger Cavaillès qui petit à petit grappille des places comme La Roche-Posay, comme Velleda. Alors, un point sur le vétérinaire. Alors, vétérinaire, ça comprend tous les animaux, de chiens, chats, ornithorynques, peu importe les animaux vendus en pharmacie. Et là, ça montre aussi tout le bon sens de se comparer toujours pendant cette période-là, aussi bien à 2019 que 2020. Rappelez-vous, 2020, très forte année sur le vétérinaire en pharmacie. On était du coup fort dynamique. Là, on est à moins 23 sur ces 4 dernières semaines par rapport à 2020, moins 1 par rapport à 2019. Donc, on reprend une certaine normalité. Ça montre aussi ce côté parfois éphémère ou non durable, ou le besoin aussi d'accompagnement, de conseils. Qu'est-ce qui fait que ce qu'on a réussi à faire pendant une année, on n'arrive pas à le maintenir les autres années? C'est le gros travail qui est mis en place sur ce conseil, sur cet accompagnement, sur le besoin d'être légitime. On ne peut pas accepter l'idée qu'on fasse du chiffre d'affaires sur des catégories uniquement parce que le reste est fermé. Il y a aussi ce besoin de conseil et d'accompagnement qui fait que le patient ou le consommateur ira en pharmacie, quel que soit le besoin en santé. Pour parler plus sérieusement, Patrick, l'hôpital, pour conclure. Merci David. Donc en ce qui concerne l'hôpital, la tendance qu'on observait depuis déjà une dizaine de mois s'est totalement inversée, puisque sur les mois d'avril et mai, on connaît des évolutions exceptionnelles au niveau des achats hospitaliers, plus 19% en avril, plus 34% au mois de mai, alors qu'on sortait d'une période où les achats oscillaient entre plus 5 et moins 5% suivant les périodes, et notamment sur le début de l'année qui avait été très poussif. Donc au global, on est à plus 6% sur le début de l'année à l'hôpital. Et quand on regarde ensuite ce qui se passe au sein de certains segments, quand on regarde le total hors GHS et rétrocédable, mais là, on voit que ce segment est extrêmement porteur depuis le début de l'année, plus 28% sur le mois, plus 14% depuis le début de l'année et plus 13%, 12,6% depuis le mois de mai. Donc, vraiment une très forte évolution à l'hôpital. Alors, slide suivante. Donc, quand on fait le zoom sur les évolutions sur les mois et sur justement rétrocession et hors GHS, on voit vraiment cette très, très forte poussée sur avril-mai, alors que même sur ce segment qui était pourtant un segment très dynamique, hein, puisqu'il il se situait entre plus 5 et plus 20%. On voit que là, on connaît à une période extrêmement, extrêmement positive. Donc voilà pour les chiffres à l'hôpital. Donc, à la question que l'on s'était posée en début de présentation, la reprise est-elle là? Ben oui, on peut vraiment répondre que la reprise est là. On l'a vu sur l'activité chez les médecins, on l'a vu au niveau du chiffre d'affaires de l'officine, sur le remboursable, augmentation des dispositifs médicaux de la LPPR, le self-care et la nutrition
connaît, lui, une situation un peu plus délicate, mais le bio, le vegan, la dermo connaissent des évolutions très, très fortes. L'hôpital également. Et vraiment, le seul segment qui est en baisse sur toute cette période, c'est les produits vétérinaires. Donc voilà, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous avez été près de 550 à suivre ces 16e ateliers. Merci à vous tous de votre fidélité et on vous donne rendez-vous pour un prochain atelier. On va bientôt fixer la date et nous vous la communiquerons le plus rapidement possible. Merci à vous tous. Bonne journée, au revoir.